Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel avis lecture, mais vous allez voir cet avis lecture va être beaucoup plus court que d'habitude, dans la mesure où je n'ai que 4 livres à vous présenter, et oui c'est possible avec moi, 4 livres seulement, mais c'est pour la simple et bonne raison que j'ai eu une petite panne de lecture, mais je vous expliquerai ça quand on en arrivera aux livres concernés. Et dans la mesure où ça sera une vidéo un peu plus courte que d'habitude, je me suis dit que ça serait l'occasion de vous faire un petit point sur 2 challenges qui viennent de se terminer. On en reparle en fin de vidéo. Et on commence tout de suite avec les romans que j'ai lus ces derniers temps. Le premier livre que je vous présente rentrait dans le cadre de mon Pumpkin Autumn Challenge et de mon Black November. Il s'agit de The Wolf and the Watchman de Niklas Natt Ordach, qui est donc en français 1793. On est ici sur un thriller historique suédois qui se passe, comme son titre en français l'indique, en 1793. Et on se trouve donc dans la période un petit peu du grand chamboulement en Europe, avec notamment la Révolution française, et la Suède n'est pas en reste, dans la mesure où le roi a été assassiné quelque temps auparavant, et il y a beaucoup de chamboulements politiques en Suède à ce moment-là. Nous, on va suivre deux enquêteurs un petit peu improbables. D'une part, on va suivre un watchman, donc un guetteur, un gardien, qui va découvrir un corps dans la rivière, et ensuite il va être rejoint dans son enquête par un membre de la police qui est atteint de tuberculose, qui est dans une phase très avancée de la tuberculose et qui sait donc que ses jours sont comptés. La spécificité du crime qu'ils vont découvrir et sur lequel ils vont enquêter, c'est qu'il est particulièrement violent et particulièrement dur, dans la mesure où la victime en fait a été torturée longuement et surtout la personne qui l'a assassinée lui a coupé les 4 membres avant de la jeter donc dans la rivière. C'était pas une mauvaise lecture en soi, mais j'ai trouvé que c'était très dense, parfois un petit peu confus. Je me suis pas particulièrement attachée au personnage, à part peut-être au guetteur pour lequel j'ai développé une certaine tendresse au fur et à mesure, mais c'était plutôt une tendresse teintée de pitié qu'un réel attachement. Et j'ai trouvé également que l'écriture était assez fouillie. Je sais pas si ça vient de la traduction du suédois vers l'anglais, je sais pas du tout si vous l'avez lu en français, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais j'ai trouvé que le style était un petit peu fouillis. Dans cette édition d'ailleurs il y avait plusieurs coquilles, et également ce qui m'a gênée c'est que j'ai trouvé, pour ma part en tout cas, que ça manquait un petit peu de contexte historique, mais ça vient du fait que je ne connais pas forcément l'histoire ni la culture suédoise aussi bien que d'autres cultures. C'est normal, on peut pas tout connaître. Moi par exemple, si je lis un ouvrage qui traite des États-Unis, j'aurais aucun problème à avoir les références de civilisation, mais là c'était pas le cas. Et je dois avouer que ça m'a gêné parfois, certains événements où certaines personnes étaient citées comme évidentes, et alors que moi je n'avais pas du tout le contexte, mais j'imagine que ça serait la même chose pour quelqu'un d'une autre culture qui n'y connaît rien à la Révolution française, et à qui on balance le nom de Robespierre ou de Marat sans aucun contexte. Ça fait que c'était pas une lecture très fluide, il y a pas mal de moments assez glauques et voire très sanglants pour ne pas dire gore dans ce livre, donc clairement à ne pas mettre entre toutes les mains. J'ai mis presque une semaine à lire ce livre parce que j'ai été assez aussi décontenancée par son découpage. On suit plusieurs points de vue et en fait à chaque fois ce point de vue s'étale sur un bon quart du roman, et on a l'explication sur pourquoi on a suivi ce personnage en particulier seulement à la fin de la partie, ce qui fait que ça nous garde en haleine, mais comme c'est quand même assez lent, au bout d'un moment on s'essouffle et on a tendance à un petit peu s'agacer, du moins pour ma part. Je vous le dis, c'était pas une mauvaise lecture, mais c'était pas non plus la lecture de l'année. Je pense que j'en attendais trop parce que j'en avais entendu énormément de bons retours. Je vous le conseille uniquement si vous avez déjà lu du thriller historique et que vous avez besoin de densité et de quelque chose d'assez noir. Si vous êtes débutant dans le genre, si vous n'avez jamais lu de thriller historique, n'allez pas vers celui-là, vous risquez de vous bloquer. Mais maintenant, si vous avez lu la version française et surtout si vous avez lu la suite, donc 1794, je veux bien vos retours, savoir si ça vaut le coup de continuer la saga et s'il vaut mieux que je passe en français, dans la mesure où de toute façon je ne parle pas le suédois, donc je peux pas le lire réellement en VO. Mais donc voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis si vous l'avez lu. Pas la lecture du siècle, pas forcément une recommandation pour tout le monde, en attendant ça se laisse lire et c'est pas complètement désagréable si vous avez déjà quelques bases dans le genre. Après cette lecture quelque peu laborieuse, j'avais envie de quelque chose de plus doux et de plus accessible, et j'ai donc lu
L'Atelier des sorciers, le tome 3 de Kamome Shirahama. Je vais pas m'attarder trop dans la mesure où c'est un tome 3, bien évidemment. Simplement pour vous dire que, en fait, ce tome 3 est la suite immédiate du tome 2 et on va donc suivre Coco qui essaye de résoudre le problème qu'elle a eu à la fin du tome 2 et on va également croiser un nouveau personnage qui est un petit garçon et avec lui on va aborder la question du handicap et de la maladie sous le prisme de la magie et donc du monde des sorciers. On en apprend également un peu plus sur certains personnages secondaires. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce tome. On sent que cette saga devient un peu plus complexe, un peu plus sombre. Je pense pas qu'on va basculer complètement dans du noir, mais en tout cas, ça commence un peu à se densifier et c'est très chouette. Et moi, ce qui me plaît toujours autant, forcément, c'est les graphismes de ce manga. J'adore ce style. Je vais vous montrer une planche qui m'a particulièrement parlé. Voilà, par exemple, vous voyez là, avec la carte, j'aime beaucoup ce style, ne serait-ce que l'arrière, on voit donc le nouveau personnage qui est introduit. C'était très chouette, j'ai le tome 4 dans ma palle, je pense que je vais pas trop tarder à le sortir, éventuellement essayer de me procurer un ou deux tomes en France très bientôt, mais c'est une saga que je continue à suivre avec plaisir. Si vous avez jamais tenté, que ça soit pour des jeunes ados ou pour vous, c'est très très chouette, et j'ai surtout bien envie de tester le spin-off qui s'appelle La cuisine des sorciers, qui apparemment a rien à voir avec l'axe narratif principal et qui est beaucoup plus léger, mais ne serait-ce que pour retrouver le style et certains des personnages, ça me fait très très envie. On enchaîne sur les lectures Doudou, valeur sûre, celui-là je l'ai lu en moins de 24 heures. J'ai lu la semaine dernière Daughter of the Deep de Rick Riordan. Je vous en ai parlé très récemment de ce livre, vous voyez j'ai l'édition signée, c'est pour ça que je m'étais précipitée dessus quand je l'ai vu en librairie. C'était une très très chouette lecture. Je vais revenir un petit peu sur le pitch et vous expliquer en quoi il est très différent des autres Rick Riordan, mais en même temps tout aussi bon. Dans ce roman, qui est pour l'instant un tome unique, on va suivre Anna. Anna, elle est élève à la Harding Pencroft Academy, qui est une académie un peu spéciale, qui se situe en Californie, et qui est un peu un croisement entre une académie navale et une école de recherche dédiée au monde marin. En fait, c'est un lycée dont la scolarité s'étale sur 5 ans et dans lequel les élèves se forment pour intégrer soit les académies navales de niveau supérieur, soit pour rentrer dans des centres de recherche sur la biologie marine par exemple, ou par exemple pour rentrer dans la diplomatie. Cette école est divisée en 4 groupes d'élèves qui ont chacun leur spécificité et Anna, elle, est une dauphin, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée dans les communications, elle parle plusieurs langues, notamment la langue des signes ainsi que certaines langues rares. Elle a appris également beaucoup de techniques de psychologie et de décodage des émotions par exemple. Bref, elle se destine notamment par exemple aux carrières dans la diplomatie. Et il faut savoir que Anna a perdu 4 ans auparavant ses parents qui étaient eux aussi membres de l'académie. Et son frère, lui, est en dernière année à l'académie et il est préfet de sa classe. On arrive au début du roman, Anna va devoir passer des espèces d'examens de fin de deuxième année pour pouvoir accéder à la classe supérieure. Et en fait, accéder à la classe supérieure veut dire aussi accéder à de nouvelles informations parce que toutes les informations concernant l'académie ne sont pas données aux débutants. Il faut avancer, il faut entre guillemets gagner ces informations pour pouvoir avancer au fur et à mesure. Sauf que au moment où les élèves de deuxième année sont donc dans le bus pour aller passer leurs examens, ils vont voir derrière eux l'académie exploser et se faire complètement détruire. Le problème c'est qu'il y avait encore la plupart des élèves dedans ainsi que les professeurs et surtout concernant Anna, il y avait toujours son frère. Ils envoient des caméras et ils se rendent compte qu'il ne reste absolument rien, il ne peut y avoir aucun survivant et donc forcément Anna est détruite, elle a déjà perdu ses parents, elle vient de voir son frère mourir sous ses yeux, ainsi que beaucoup de ses camarades. C'est pareil pour les autres deuxième année, ils ont perdu leurs professeurs, leurs amis, leur famille. Bref, c'est une véritable catastrophe. Le problème c'est qu'ils n'ont pas le temps de faire le deuil parce que le professeur qui les amène à leur examen leur dit on ne peut pas rester là, il faut à tout prix qu'on prenne le bateau sur lequel on était censé passer les examens et pour vous emmener loin d'ici parce que je pense qu'il s'agit d'une attaque d'une école rivale. Et je ne vous spoile rien dans la mesure où tout ça est écrit dans le résumé et ça se passe littéralement dans les 2 premiers chapitres. Et en fait, on va se rendre compte au fur et à mesure que cette école a des liens avec Jules Verne et en particulier 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse.
et également avec certains personnages de Jules Verne, entre autres le capitaine Nemo. Je vous en dis pas plus concernant l'histoire. Au début j'étais un petit peu perdue sur le fait de savoir comment est-ce que Jules Verne et Nemo, un personnage fictif créé par Jules Verne, pouvaient cohabiter dans le même univers, mais c'est très vite expliqué et on a aussi une préface de Rick Riordan concernant son rapport à Jules Verne. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai adoré les personnages, comme toujours c'est ce que je préfère chez Riordan, c'est sa construction de personnages. Il y a un petit peu moins d'humour que dans les Percy Jackson, mais il y en a quand même, et c'était pas mal du tout. C'est toujours très inclusif, comme toujours, l'auteur prend beaucoup de soin à rendre ses romans le plus inclusif possible. Il fait d'ailleurs appel à des sensitivity readers, c'est-à-dire des personnes qui sont là pour l'aider, le conseiller et surtout le corriger s'il commet des impairs dans son écriture vis-à-vis de l'inclusivité. Je me suis énormément attachée à certains personnages secondaires tels que Esther. Esther est une des meilleures amies de Anna et en fait elle souffre de troubles du spectre autistique. Rick Riordan fait ça de manière très intelligente. C'est accessible à tout le monde et surtout ça permet de montrer aux plus jeunes lecteurs ce que c'est que l'inclusivité, non seulement en littérature mais également dans la vie de tous les jours. Maintenant, si vous vous attendez à un roman de fantastique ou de fantasy au sens anglophone du terme comme les Rick Riordan, vous serez peut-être un peu surpris ou voire même déçu en lisant ce roman, mais gardez à l'esprit qu'en fait on est ici sur un hommage par Riordan au Jules Verne, notamment à 20 milieux sous les mers et l'île mystérieuse, et donc en fait la place de la magie dans les Percy Jackson est ici remplacée plutôt par la science et la technologie, telle que imaginée par Jules Verne. C'était très chouette, il y avait pas mal de questionnements là-dessus que j'ai beaucoup aimé. Globalement, je sais pas si j'ai autant aimé que les Percy Jackson, mais le twist qui arrive à peu près aux 3/4 du roman m'a fait dire que oui, Rick Riordan sait encore bien me mener par le bout du nez. Ça reste une très bonne lecture, j'étais très contente, je vous le dis, je l'ai lu en moins de 24 heures. En fait, j'ai lu, je crois, 70 pages un soir et tout le reste le lendemain, il fait plus de 400 pages. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un tome unique, mais en attendant une suite, au vu de la fin, serait tout à fait possible et moi je la lirai avec plaisir. Ce roman a été traduit déjà en français, il est sorti quasiment simultanément en français, donc si vous avez envie, par exemple pour un cadeau de Noël pour un jeune ado qui aime la science, qui aime la mer surtout, parce que la mer est forcément omniprésente dans ce roman, qui aime les technologies, peut-être pour lui faire découvrir un petit peu de la science-fiction au sens historique du terme, c'est-à-dire au sens vernien du terme, ça peut être une très bonne entrée en matière, et pour vous, eh ben, écoutez, ce sera un super divertissement, c'est vraiment une lecture doudou pour moi, et c'est idéal pour se sortir d'une panne de lecture, je trouve. C'était vraiment très chouette. C'est pas exactement comme Percy Jackson, n'allez pas dans ce roman en pensant que ça sera le nouveau Percy Jackson, mais ça reste une excellente lecture et l'auteur fait toujours aussi bien les choses, donc vraiment je vous le recommande vivement. Je vous parlais il y a 30 secondes de panne de lecture, et bien justement on va finir avec ma dernière lecture qui a bien failli être une grosse panne. Je l'ai pas en papier, je vous remettrai la couverture en bas de l'écran. Il s'agit de L'Enragé de Jennifer Tellier que j'ai lu dans le cadre du PLIB 2022. Si je parle d'une panne de lecture, ce n'est pas du tout parce que c'était une mauvaise lecture, vous allez comprendre tout de suite ce qui s'est produit. Ce livre, j'ai mis plus d'une semaine à le lire, j'ai mis je crois 8 jours en tout à le lire, sachant qu'il fait un peu moins de 500 pages, donc il n'est pas non plus hyper long. Mais j'ai eu une semaine très stressante, c'est encore une semaine très stressante, et j'ai eu beaucoup de mal en fait à me poser pour lire. Ce livre est assez dense, je vais vous parler du résumé. Et donc ça a été une lecture assez complexe, mais au final, hier, j'ai réussi à donner un bon coup de collier et à lire les 30 derniers pourcents, ce qui fait que je peux vous tourner cet avis lecture ce matin, parce que honnêtement, je vous aurais pas tourné un avis lecture avec seulement 3 livres. Mais donc voilà, vous allez vite comprendre pourquoi je vous dis que même si ça a failli me provoquer une panne de lecture, c'était pas du tout de la faute du roman. Alors, pour vous parler du résumé, en fait, ce livre se centre, comme son titre l'indique, autour de l'enragée, c'est-à-dire une femme. Son vrai nom, c'est Kern. C'est une femme assez solitaire et qui, en fait, gagne sa vie comme mercenaire et qui a la capacité de devenir l'enragée, c'est-à-dire une guerrière ultra puissante, quasiment invincible, pas immortelle, mais quasiment invincible, et qui vend ses services au plus offrant. Au tout début du roman, on arrive dans un royaume où en fait le roi est mourant et il a perdu tous ses héritiers jusqu'au jour où son mage lui apprend que deux de ses jumeaux, deux de ses enfants, qu'il pensait morts depuis l'enfance, sont en fait toujours vivants et donc il pourrait lui servir d'héritier.
Le roi va donc envoyer plusieurs chevaliers en qui il a confiance. À la tête de ce groupe, on a Corwen, qui est un des chevaliers les plus haut gradés du royaume, pour aller récupérer l'enragé, pour se joindre à l'expédition qui permettra de retrouver les jumeaux. Je vous en dis pas plus au niveau du résumé, parce que c'est ce que dit le résumé de la 4e de couverture, et honnêtement, je suis très contente de ne pas en avoir su plus avant de commencer ma lecture. J'ai trouvé que les éditions 404 étaient très intelligentes là-dessus, parce qu'en fait, ce résumé correspond aux 80 premières pages du livre environ, ou peut-être 100, et ensuite le roman prend une toute autre dimension et se complexifie énormément, donc je m'arrête là pour le résumé. J'ai beaucoup aimé les personnages, notamment j'ai beaucoup aimé Kern. En fait, elle renverse un peu le trope habituel de la femme dans les romans de fantasy. Souvent dans les romans de fantasy, quand on a une femme qui devient un peu une espèce d'élu ou une figure guerrière comme l'enragé, en général elle part d'une femme entre guillemets faible et ordinaire pour devenir une figure symbolique. Là c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire on a cette figure crainte et admirée un petit peu par tout le monde qui au final va devoir se fondre dans un tout autre rôle. Je vous en dis pas plus, vous apprendrez si vous souhaitez lire le livre. Mais donc voilà, déjà j'ai beaucoup apprécié ce renversement. J'avais un petit peu plus de mal avec le personnage de Corwen au début, donc le chevalier, parce que je le trouvais assez agaçant, mais au fil des pages, j'ai appris à m'attacher à lui. Une autre caractéristique de ce roman, et ça les gens qui n'ont pas apprécié ce roman la mettent en avant, mais moi pour le coup justement ça m'a plu aussi, c'est que la romance est à la fois omniprésente, mais sans prendre le devant de la scène. C'est un petit peu bizarre dit comme ça. En fait, on a plusieurs personnages masculins qui tombent éperdument amoureux de Kern, et donc la mention de l'amour, de leurs sentiments, de leurs désirs vis-à-vis de Kern est extrêmement présente dans le roman, mais en même temps, ça ne passe pas devant l'action principale, et ça n'encombre pas le récit, et au final, la romance entre guillemets principale, je l'ai plutôt appréciée, je l'ai trouvée assez élégante, ça faisait un petit peu amour courtois à l'ancienne, donc ça c'était plutôt chouette, on n'est pas tombé dans les gros clichés du young adult, avec une romance qui dégouline et qui sent bon la guimauve. Petit bémol peut-être, l'autrice a inséré, et je dis bien inséré, une petite romance LGBT, mais c'était tellement léger qu'au final on avait l'impression qu'elle l'avait mis là pour pouvoir cocher la case inclusivité, alors qu'au final elle ne servait pas franchement l'histoire, mais c'est peut-être juste mon ressenti. J'aurais bien aimé en avoir un petit peu plus de ce côté-là. J'ai beaucoup aimé l'univers et la mythologie de ce monde. Alors pour du young adult, j'ai trouvé que c'était vraiment assez dense et complexe, il y a pas mal de détails, et moi le fait de pas avoir pu le lire rapidement, ou de pas avoir pu enchaîner les chapitres, ça a fait que plusieurs fois il m'a manqué des détails, j'avais oublié certaines choses, ce qui faisait que l'enchaînement était assez complexe, l'enchaînement d'événements et surtout le lien logique entre certains événements était assez complexe pour moi, mais finalement je m'y suis retrouvée, et j'ai pu donc lire les 30 derniers pourcents quasiment d'une traite entre hier et aujourd'hui, et ça m'a pas mal aidé à mon avis à apprécier ce roman, parce que je me suis sentie un peu plus happée par le récit sur la dernière partie, donc globalement c'est une très bonne lecture. J'ai beaucoup aimé le petit twist final, je sais pas s'il y aura un tome 2, mais s'il y a un tome 2 je le dirai avec plaisir, c'était vraiment une très bonne lecture. Le style était très chouette, très fluide. Franchement, je vous le recommande si vous cherchez un univers de fantasy qui est pas forcément le plus original qui soit, parce que ça reste quelque chose d'assez classique. On a des créatures maléfiques, on a des complots, c'est pas très novateur de ce point de vue-là, mais les personnages sont vraiment la force de ce roman, et comme je vous le dis, j'ai beaucoup aimé la figure de Kern et un petit peu son ambivalence. Je vous le recommande si vous cherchez un bon univers de fantasy young adult, mais complexe, et ben écoutez, foncez. Je pense que pour l'instant, c'est une de mes meilleures lectures du PLIB 2022, pas forcément un coup de cœur, mais vraiment une très bonne lecture. C'en est tout pour mon avis lecture à proprement parler, je vais juste revenir sur les deux challenges qui viennent de se terminer, donc le Pumpkin Autumn Challenge et le Black November. Pour le Pumpkin Autumn Challenge, globalement ça a été une réussite dans la mesure où sur les 35 livres que j'avais inclus dans ma palle qui, soyons honnêtes, étaient vraiment très ambitieuses, j'en ai lu 20, donc presque les 2/3, c'est pas mal du tout, je suis plutôt contente de moi. Et pourquoi j'en ai pas lu plus sur les 35, c'est tout simplement parce que j'ai fait pas mal de lectures pour le PLIB à partir du mois d'octobre, donc forcément j'ai pas pu lire tous les livres du Pumpkin que je m'étais prévu, mais si vous avez vu ma pile à lire du Cold Winter Challenge, vous savez que j'en ai basculé beaucoup qui venaient du Pumpkin, parce qu'il me faisait quand même très envie, donc je me fais pas trop de soucis. Je sais qu'ils seront lus plutôt rapidement. Si je devais revenir sur mes meilleures lectures de ce challenge, je dirais que ça serait What the Wind Knows de Amy Harmon, donc ce que murmure le vent.
Et pour le côté plus thriller, je pense que ça serait The Axeman's Jazz de Ray Celestin. Donc voilà, c'est vraiment un peu les deux lectures qui me viennent en tête immédiatement quand je pense au Pumpkin. Il y a eu d'autres excellentes lectures, bien sûr, il y a eu d'autres coups de cœur, mais voilà, c'est les deux que je retiens en priorité. Et pour le Black November, là, on n'est pas tellement sur un succès dans la mesure où sur les 7 lectures que je m'étais prévues, j'en ai lu 3, donc moins de la moitié. J'ai quand même réussi à lire un thriller sur 3 des 4 semaines et demie du mois de novembre, donc c'est plutôt pas mal. Et là, pour le coup, ma meilleure lecture, c'est sans conteste 1991 de Franck Tillier, qui a vraiment été très très chouette. Je vous laisserai aller regarder les avis lecture concernés. Mais donc voilà pour ce petit bilan de mes 2 challenges. On est le 1er décembre aujourd'hui, donc je vais commencer ce soir mon Cold Winter Challenge. J'ai hâte, j'ai pas encore décidé de mes lectures, mais j'ai hâte de me lancer dedans et surtout de pouvoir vous en parler. Écoutez, c'en est tout pour moi et cet avis slash bilan de challenge de lecture. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus ou alors si certains vous font envie. Je vous attends dans les commentaires. Pensez bien à liker cette vidéo, c'est important. Et surtout, on est bientôt à 200 abonnés sur la chaîne, donc ça me ferait très très plaisir d'atteindre les 200 avant la fin de l'année. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Et si vous connaissez quelqu'un à qui ça pourrait plaire, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à lui recommander éventuellement. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt. Ciao!